merci à vous d'être présents nombreux pour comme je l'ai dit, pour ce second temps, où l'idée là sera d'aborder les questions d'animation, du pilotage, de la coopération, des effets à mesurer. Et l'idée, c'est d'aborder cette dimension aussi au titre de de l'évaluation. Je te redonne la parole, Muriel. Merci Nicolas, bonjour à tous, merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui on sera en binôme avec Émilie, je la laisse présenter. Oui, Émilie Arnoulet, donc directrice de projet au sein de l'ORIV, en charge des questions plutôt éducatives, le réseau des cités éducatives et le réseau des programmes de réussite éducative, et sur les questions d'égalité femmes-hommes également. Merci Émilie. Donc quelques retours sur notre préoccupation sur l'évaluation participative. Je rappelle très rapidement, hein, effectivement, une évaluation de manière, quelles que soient les politiques publiques, relève de trois grandes phases et qui, en fait, c'est en parallèle, finalement, à la mise en œuvre des politiques publiques. Donc, rappeler ces éléments. Et effectivement, c'est de la méthode. C'est aussi, c'est une démarche exigeante et ça demande du temps. Souvent, on est contraint par le temps. Et donc, c'est vraiment important d'adapter cette démarche d'évaluation. Et d'ailleurs, nous, on parle de démarche évaluative parce que ça s'inscrit au fur et à mesure du temps. Du coup, les phases, je le rappelle toujours, un cadrage opérationnel. Vous l'avez évoqué d'ailleurs tout à l'heure. Plusieurs d'entre vous ont dit il faut bien définir les objectifs, il faut bien travailler la question évaluative. Donc, je pense que là, on a bien insisté sur ce point et on y reviendra puisqu'on va travailler aujourd'hui sur une question évaluative. Voilà. Donc, du coup, comment on va définir les questions? Alors, c'est important aussi que les questions évaluatives, elles doivent s'inscrire dans le contrat de vide. Euh, c'est pas un truc comme ça, hein, et on va le revenir. Des fois, on pose une question évaluative alors qu'on n'a pas de matériel à aller regarder la mesure. Alors ça, c'est un point qu'il va falloir rediscuter, hein. Voilà. Sur la phase 2, qu'ils appellent diagnostic, moi, je vais plutôt le parler en termes de recueil et de reporting, puisque l'idée, c'est de récupérer des informations et des indicateurs qu'on aura définis au départ, comment on va avoir des indices qui vont nous dire, j'utilise le terme d'indice, je regarde à chaque fois, et Émilie, parce que c'est elle qui l'avait utilisé une fois et je trouvais intéressant, comme quand on fait une recherche, eh ben Mm. voilà, je vais chercher quelque chose, une indice, etc. Et sachant qu'aucun indice ne répond à une question. Il faut plusieurs, un Bien. croisé, hein. Si Émilie, hein, tu veux dire, tu réagis. Voilà, ça me paraît important. Et puis la phase 3 qu'ils appellent scénario, c'est en fait le rapport, c'est pas le rapport qui nous intéresse, c'est les recommandations. En quoi ce que on observe vous permettre d'améliorer la politique publique, en l'occurrence la politique que nous menons auprès des habitants pour améliorer leur situation au quotidien. Donc du coup, ce qui est important au-delà de cette question technique, on insiste toujours, et je le redis, l'évaluation, elle est stratégique. Ce n'est pas seulement un diagnostic, c'est pas un bilan, c'est quelque chose de stratégique. D'où la dimension avec les élus et les décideurs. Tout à l'heure, je crois que c'est Cindy qui le disait, ou peut-être, ou je me suis trompée, sur la question des signataires. Non, c'est pas Cindy, je sais plus qui l'a dit sur, il faudrait avoir un- des questions évaluatives du même type sur les signataires. Eh ben oui, heureusement. Donc, c'est vraiment important. C'est la question évaluative, elle doit être validée par les uns et les autres. Voilà, si on reste sur une dimension technique, entre techniciens, ça va poser un problème quand même à un moment donné, puisque on est sur une politique publique. On est sur une contractualisation, donc ça concerne l'ensemble des acteurs. Alors bien souvent, c'est collectivité et que État, mais quand même sur les sujets, il faut élargir.
L'évaluation, c'est aussi une dimension prospective, je l'ai redit, sur les recommandations, comment on travaille sur l'avenir. Voilà. Bien évidemment, pour nous, la question de l'évaluation, elle est participative et collective. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas une évaluation avec un tiers qui intervient. Voilà. On était revenu là-dessus la dernière fois, hein. Attention, on n'est pas dans des évaluations, une auto-évaluation, c'est-à-dire c'est quelqu'un tout seul qui réfléchit et qui donne les réponses, etc. L'idée, c'est d'avoir en externalité, mais ça peut être un tiers ou un groupe de travail avec un tiers ou une partie avec un cabinet, un partenaire, l'université qui vient sur une méthode à un moment donné d'entretien, etc. Voilà, on peut avoir des choses très différentes, hein. On n'a pas forcément une personne qui met en œuvre qui recherche tous les indicateurs. Forcément, l'évaluation, elle est aussi pragmatique et opérationnelle. Parce que si on veut qu'elle soit prospective, il faut que ça ait du sens. Donc, il faut que ça soit pragmatique et opérationnel, en lien les questions. Voilà. Très rapidement sur ce point, l'évaluation. Maintenant, sur la notion d'évaluation participative, on l'avait déjà évoqué, je le rappelle, notre préoccupation, le terme d'évaluation participative, ce n'est pas la question de la participation des habitants. On en discutera à la prochaine séance. On sera en binôme avec Laetitia sur ce sujet en particulier. La notion d'évaluation participative, c'est plutôt d'avoir une dimension collective et inter-institutionnel, et j'allais dire interacteur. Je prends toujours cet exemple-là et je le redonne. Simplement de dire que l'évaluation, c'est donc un jugement de valeur, hein, ce que j'avais expliqué la dernière fois. C'est pas un jugement de fait, c'est on porte une analyse sur des indicateurs que on a recueillis. Ok. L'interprétation, elle est importante de pouvoir le partager ensemble. En fait, si on se dit, il y a une démarche commune, comme une sculpture, quand on le regarde sur un côté, on va pas voir la même chose que de l'autre côté. Et du coup, un des enjeux majeurs d'une démarche participative, c'est de croiser les regards, hein. Et du coup, c'est ce qu'on mettait précédemment, c'est engager les partenaires autour d'une réflexion critique, mais positive. C'est ensemble, on a un objectif commun, mais on n'a pas le même regard et comment on l'interprète. Des fois, par exemple, quand on travaille sur une présentation d'une évaluation, on va nous dire, ah oui, vous avez dit que vous êtes un peu dur sur tel sujet ou tel autre, parce qu'on porte un regard et après on le discute. C'est pas de dire que c'est pas bien ce qui a été fait, hein, c'est pas un audit. Vraiment, j'insiste, hein, c'est un enjeu de comprendre et de questionner le sens de l'action que l'on mène. L'idée aussi, c'est l'appropriation collective de la démarche d'évaluation. L'idée d'une évaluation, c'est de transformer, améliorer nos pratiques professionnelles, la politique publique. Donc, plus on travaille ensemble sur ce volet, mieux ça transforme les pratiques. Et ça nous paraît important. Et on s'est rendu compte depuis des années qu'on est sur la politique de la ville en particulier, c'est que les évaluations à la fin, en fait, ça tombe toujours à plat. Voilà. Et donc, quand on se l'approprie au fur et à mesure, on le voit des transformations en cours de route. D'ailleurs, des fois, on écrit des choses dans le rapport annuel et en fait, les choses ont déjà été changées. J'ai eu un cas de figure avec une cité éducative et je suis sûre qu'Émilie a rencontré la même chose. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pas nous qui allons dire, ou le tiers qui dit c'est comme ça. En fait, on s'accorde ensemble. L'idée aussi, c'est que ça permet, ce travail collectif, c'est une plus grande cohérence entre l'évaluation et le plan d'action, hein. Et je vous avais montré la dernière fois un travail qui était fait au Québec, qui montrait que en fait, on était sur une boucle, en fait.
hein, et qu'on peut mettre en parallèle la question de l'évaluation et de la programmation. Voilà. Et donc, par exemple, l'évaluation à mi-parcours, c'est aussi intéressant que vous allez travailler sur les territoires, forcément, ça va avoir un impact sur la programmation, le mode de travail, ce que vous allez discuter avec les élus après les élections. Voilà. Et dernier point qui, pour nous, paraît important, c'est que l'évaluation participative, comme elle n'est pas qu'une question de technicité, ça nous permet d'entendre les voix de toutes parties prenantes et notamment la place des habitants et habitantes. Et donc, on ne l'évoquera pas aujourd'hui alors que c'est un élément de méthode important pour nous, puisqu'on a décidé d'avoir une séance dédiée sur cette question, la participation, l'implication, la présence des habitants. Voilà, donc juste, je précise qu'on ne reviendra pas sur ce point aujourd'hui, puisqu'on l'évoquera à la prochaine séance. Peut-être sur le point suivant, rappelez-moi, voilà, je vous rappelle qu'effectivement, notre préoccupation, c'est aussi de rappeler quand même que le cadre du contrat de ville, c'est des actions, c'est des dispositifs, c'est du droit commun. On l'a évoqué la première séance autour de la séance 1. Aujourd'hui, on s'intéresse sur le mode de travail entre les acteurs. Alors, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, je rappelle à chaque fois que la politique de la ville, ce n'est pas seulement des actions, des dispositifs et des moyens financiers. C'est une politique de la méthode, c'est-à-dire des modes de travail. Alors, pourquoi? Alors, souvent, je le dis, tout à l'heure, j'ai parlé des pratiques, mais il faut rappeler pourquoi on s'intéresse à la méthode. C'est parce qu'il y a un postulat sur la politique de la ville, c'est faire avec et pour les habitants, avec des méthodes de travail qui permettent de prendre en compte le territoire. C'est le démarrage de la politique de la ville, c'était ce qu'on appelle du développement social urbain, DSU. L'idée du développement social et du développement local, c'est s'appuyer sur le territoire. Quand on parle de territoire, c'est les habitants hein, aussi. Hein. Donc, je le redis, sur les ressources du territoire. Et sur le contrat de ville actuel, qui a insisté sur les projets de quartier, c'était pour montrer qu'effectivement, les réalités sont différentes. Donc, c'est vraiment un point important. Et c'est pas seulement déployer des moyens sur un territoire, c'est nécessaire de travailler ensemble, d'où on parle aujourd'hui de gouvernance, d'ingénierie, d'animation, territorialisation du droit commun, la mobilisation des uns et des autres. Si la politique de la ville n'était que des actions, ben, on n'a pas besoin d'une contractualisation. La contractualisation, c'est aussi le fait de dire on doit travailler ensemble. Et donc, c'est des méthodes de travail. Et c'est ça qu'on va essayer aujourd'hui de l'évoquer. Alors, la question du fonctionnement des contrats de ville, c'est de la méthode, mais c'est aussi de la méthode pour permettre en place des actions. Ce que Émilie, par exemple, travaille au quotidien sur les cités éducatives, et la question des cités éducatives, c'est pas en premier de la question de l'action, c'est de l'alliance éducative. Et justement, elle va l'évoquer hein, sur les questions d'ingénierie tout à l'heure, mais ça me paraît important de le mettre sur ce point. Hein, Émilie, voilà, de donner cet exemple. Bien évidemment, il y a des actions dans les cités éducatives, mais un des enjeux majeurs, c'est quand même de retrouver les acteurs ensemble parce que permettent de répondre au mieux aux besoins des enfants, des jeunes et des élèves, etc. Très rapidement. Et du coup, aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser sur ce point en particulier, les moyens et les modalités de travail. Comme je le disais, la prochaine fois, on aura sur, alors je l'appelle participation des habitants, mais on en parlera certainement autrement. Je regarde du côté de Laetitia. On aura le temps de retravailler là-dessus. Et c'est surtout pour nous ce qui est important, la séance 4, les préoccupations que vous avez évoquées jusqu'à présent, c'est comment on va se doter d'une stratégie pour que les élus et les signataires du contrat de ville, en particulier, s'inscrivent dans l'évaluation. Ça, la séance 4.
Je passe la main à Émilie. Bon, très rapidement, parce que j'imagine que vous en avez eu connaissance auparavant et on en a dit un mot la dernière fois également. C'est donc cette instruction relative à la gouvernance des contrats de ville, engagement quartier 2030, qui date du 4 janvier 2024. Donc voilà, je reviens un peu dessus et sur les trois orientations qui sont déclinées dans cette instruction. Donc ça doit se traduire effectivement par une mobilisation partenariale élargie à l'échelle de chaque territoire. Donc ça veut dire quoi? C'est une participation active des collectivités avec en signataires obligatoires les départements et le conseil régional avec des engagements concrets. Un maire qui est au cœur de l'élaboration des contrats de ville. L'association donc des conseils régionaux, notamment pour s'assurer de la mobilisation des fonds européens et une mobilisation des acteurs publics et privés pour créer des synergies entre différentes initiatives. La deuxième orientation, c'est tout ce qui est relatif à la participation citoyenne, donc qui doit être effectivement systématiquement pris en compte pour l'élaboration du contrat de ville, mais aussi l'identification des thématiques, des projets et des indicateurs de suivi tout au long de la vie des contrats. Donc ça, c'est comme le disait Muriel, il y aura une séance dédiée là-dessus particulière. Donc ça veut dire que il y a la définition d'un cadre formel de concertation pour garantir cette participation des habitants, qui doit s'appuyer donc sur une démarche de participation, qui peut s'appuyer sur une démarche de participation citoyenne déjà engagée. Ça peut être voilà les conseils citoyens bien entendu, mais ça peut être aussi des tables de quartier, ça peut être la maison des projets dans les quartiers en rénovation urbaine, voilà. Et la troisième orientation, c'est tout ce qui va concerner l'articulation des contrats de ville avec l'ensemble des contractualisations déjà existantes, voilà, et notamment pour s'assurer de la mobilisation du droit commun. Du droit commun. Donc là, ça sous-tend de s'articuler avec les crédits d'autres types de politiques, comme la politique intégration, comme la politique stratégie pauvreté, comme la lutte contre les discriminations, la prévention de la délinquance. Voilà, je passe. Euh, En termes d'ingénierie, donc on va y revenir après, mais donc ça suppose effectivement comme l'a dit Muriel tout à l'heure, une contractualisation qui concerne plusieurs acteurs, bien entendu centrée sur les collectivités et l'État, avec une répartition des rôles donc des EPCI au niveau de la répartition des rôles. Donc c'est bien le territoire intercommunal qui le PCI compétente donc en matière de politique de la ville qui va être chargé donc du diagnostic, de la définition des orientations, de l'animation, de la coordination, de la mise en œuvre des actions relevant de ses compétences, mais de celles à portée intercommunale. Sur le territoire de la commune, c'est là le maire qui est chargé, dans le cadre de ses compétences, de la mise en œuvre du contrat de ville. Et rappeler également dans cette instruction la nécessité d'avoir une instance de pilotage instituée, donc à minima une réunion annuelle, qui regroupe l'organisation et les signataires du contrat de ville et dont l'organisation et le fonctionnement doivent être précisés dans le cadre du contrat de ville. Un rappel donc qui est dans le décret du 15 novembre 2024, donc c'est que le contrat de ville fixe, donc c'est de l'alinéa 4 de l'article 2, c'est le contrat de ville fixe donc les moyens d'ingénierie pour l'élaboration, la conduite et l'évaluation du contrat de ville. Voilà, c'était un rapide rappel du texte. Et du coup, ce décret du 15 novembre 2024 vient compléter en fait et remplacer certains articles de la loi du 21 février 2014 sur la loi de programmation sur la cohésion urbaine et la ville. Donc c'est vraiment un point important parce que je trouve que souvent dans le cadre des contrats de ville, on va plutôt sur de la comitologie, on définit des instances, etc. Mais on met peu en avant la question des moyens
humain d'ingénierie et comment le faire vivre, sachant que on a quand même beaucoup d'évolution dans ce domaine. Historiquement, on a eu l'histoire fait qu'on avait des chefs de projet qui avaient des lettres de mission co-financées, co-mandatées. Aujourd'hui, puisque la plupart du temps, les chefs de projet politiques de la ville sont de collectivités, du coup, c'est compliqué pour le financement par l'État. Mais pour autant, comment on travaille cette question de l'ingénierie? Et j'insiste, et on va l'évoquer notamment quand Émilie va revenir sur la question ingénierie, c'est de qui on parle quand on parle d'ingénierie. Et on ne peut pas renvoyer à une seule personne le fait de travailler sur cette dimension, que ça soit l'animation du contrat de ville ou l'évaluation. Ça me paraît important. Alors, on s'est dit, c'est quand même compliqué de pouvoir dire, on va pas vous mettre en avant des questions évaluatives sur toutes les questions gouvernance et ingénierie. L'idée, c'était déjà de quoi on parle. Du coup, pour nous, les objets de travail qu'on pourrait avoir sur cette question les questions de fonctionnement, les modes de travail dans le cadre du contrat de ville, on a quatre dimensions. Les questions de gouvernance, donc on va faire un zoom en particulier sur ce point, avec des questions de pilotage, stratégie, comment on peut travailler et qu'est-ce que nous dit le contrat de ville sur la question de la gouvernance. Et on aimerait bien que vous puissiez réagir aussi sur comment ça se passe sur votre territoire. Est-ce que c'est des sujets que vous pourriez travailler sur votre territoire? On évoquera aussi les questions d'ingénierie. Alors, derrière la question d'ingénierie, on a différents sujets. La notion, alors j'avais recherché une définition de la notion d'ingénierie, ça renvoie le terme d'ingénieur. L'idée, c'est une activité spécifique de définir, de concevoir et d'étude de projet, un ouvrage, une opération, de coordination d'assistance et de contrôle. On voit bien que la question de l'ingénierie, c'est pas forcément une personne, plusieurs actions, et Émilie y reviendra en particulier. Autour de ces questions, il y a le système d'acteurs. On a parlé des signataires, les questions internes, externes. On va parler collectivité, l'intercommunalité, les communes, comment ça se travaille, comment on peut travailler cette dimension en particulier et comment on peut le questionner dans le cadre de l'évaluation. Et bien évidemment, la question des porteurs d'action. Petite question pour nous, par exemple, à l'ORIP, on parle toujours de porteurs d'action et pas seulement d'opérateurs. Et c'est pour nous un élément important. Oui, du côté de la préfecture. Oui. Ah, est-ce que quand on parle d'ingénierie, est-ce qu'on peut parler pour les plus anciens du sujet de MOUS, la maîtrise d'œuvre urbaine et sociale? Tout à fait. Oui. Voilà, ça résume bien quand même aussi tout ce que tu viens de dire en fait. Hein. Oui. Effectivement, les mousses, donc les missions, voilà, c'était pas forcément une personne. Alors aujourd'hui, on parle plutôt, nous, au niveau de l'ORIV, d'équipe de projet. Parce que du coup, ça permet, puisqu'on n'a plus la même logique, on n'a pas de lettre de mission, etc. Mais effectivement, on pourrait parler de maîtrise urbaine et sociale ou d'équipe de projet. Et donc, le quatrième objet, comme je l'ai dit, sur la place des habitants, on ne l'évoquera pas aujourd'hui, mais bien évidemment, on ne peut pas les oublier. C'est juste rappelé dans notre présentation. Sur la gouvernance, le pilotage et la stratégie, c'est pas tout à fait la même chose quand on regarde sur les territoires. Pour certains, on a des comités de pilotage le terme de pilotage veut dire qu'on pilote la contractualisation. On est d'accord? Et quand on regarde souvent le contenu des comités de pilotage, en fait, ils portent sur la discussion, sur la programmation du BOP 147. Voilà, comment ça se travaille sur le comité de pilotage? Qui participe? Et la question, elle n'est pas de savoir seulement est-ce qu'il y a un comité de pilotage ou un comité stratégique.
Donc, la première chose qui va se poser, c'est que pourquoi on a de la gouvernance normalement dans une contractualisation? C'est garantie du sens de la contractualisation et du contrat, donc un minimum, voilà. Et c'est un enjeu stratégique. Et l'idée des contrats de ville, c'était que cette pilotage, c'est pas. Alors parfois, on a un comité de pilotage qui devient plutôt une technique etc. Les élus, on a, je sais pas combien de personnes autour de la place, c'est compliqué. Donc c'est aussi que quand on va poser une question à la gouvernance, il va falloir regarder comment ça se travaille, pardon, sur le contrat de ville en question. Voilà. Je regarde du côté de Gaël, on a mis en place sur un contrat de ville sur lequel on travaille un comité de suivi qui s'appelle comité de suivi, mais en fait, c'est un espace de travail entre les acteurs, y compris la présence des élus. Voilà. En fait, c'est pas l'idée, c'est qu'est-ce qu'on met derrière les instances et qu'est-ce qu'on attend de chacun des instances. Et un des éléments quand même de la gouvernance, c'est quand même que l'idée, c'est d'avoir tous les signataires autour de la table. Et donc, quel impact sur le droit commun? Si ça n'a pas d'impact sur la suite des politiques publiques, ça pose un problème. C'est ça la difficulté aussi. Et du coup, je pensais à ça. Comment a été mis en place la territorialisation du droit commun auprès des habitants du ou des QPV? On pourrait questionner effectivement quel rôle le comité de pilotage, quelle est la place, par exemple, de l'ingénierie en travaillant avec les techniciens de la CAF, l'ARS, etc. Comment la, par exemple, on a souvent des questions sur la programmation où on dit on a toujours les mêmes actions et on demande aux associations d'aller vers le droit commun. La question, elle se pose aussi, est-ce que nous, les gouverneurs, la gouvernance est capable aussi d'orienter et de questionner le droit commun? C'est ça aussi la question de la gouvernance, ce n'est pas que le sens. Donc, dans notre préoccupation, là, c'est de rappeler quelles sont la gouvernance, le pilotage, la stratégie, elle est importante, à la condition, premièrement, d'aller regarder qu'est-ce qui est inscrit dans le contrat de ville, et qu'est-ce que disent les textes? Et c'est pour ça qu'on est revenu, comme Émilie l'a présenté, les textes qui disent, voilà, comment on doit travailler. Et ensuite, ben, quelle est la réalité? Et pour pouvoir, le premier élément, déjà, se dire, ça marche ou ça marche pas. De fait, on est bien d'accord que si c'était idéal, on le saurait. Voilà. Et c'est pour améliorer. Et comme tu parlais de convergence hein, tout à l'heure, Émilie, si je me Ouais. trompe, Mhm. normalement, dans les textes, le contrat de ville vise à avoir l'ensemble des dispositifs. Franchement, depuis que je connais la politique de la ville, je n'ai jamais vu un cas de figure où tout s'articule. Le renouvellement urbain, par exemple, souvent, c'est des acteurs d'un côté et les autres qui font la cohésion sociale. Comment on travaille les deux? Voilà. Et du coup, c'est ça qu'il faut qu'on rapproche. Et c'est pour ça que on vous propose de travailler sur des objets de travail, sur les modes de travail, parce que ce n'est pas que le dispositif qui va régler le problème, c'est le fait de permettre des instances de travail ensemble. Voilà, c'était rappelé à chaque fois, on a à la fois un cadre commun qui est celui de, de la loi, on a ensuite les objectifs du contrat de ville qui a été défini par les acteurs, et il y a la réalité qui nous permet de travailler sur l'évaluation. Voilà. On va revenir donc du coup sur la question de l'ingénierie. Comme disait Muriel, on est sur des aspects de conception, de coordination, jusqu'à, alors il parle de, tu disais dans ta définition de contrôle ou de, voilà, mais finalement ça revient à se questionner sur la place et à quoi sert le chef de projet ou l'équipe projet, hein, puisque on peut avoir effectivement quelque chose de plus important qu'un seul chef de projet
Ça veut dire aussi que on s'interroge sur finalement la fonction de ce chef de projet. Est-ce que c'est des fonctions de coordination? Est-ce que il a une fonction d'ensemble, ce qu'on dira d'ensemblier, de soutien auprès des acteurs, d'animation du contrat de ville, d'animation à l'échelle du territoire, à l'échelle territoriale ou des territoires. Est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui va être là en appui aux élus ou aux décideurs? Donc voilà, se re-questionner un petit peu sur le rôle de ce chef de projet qui, comme le disait Muriel tout à l'heure, n'est plus mandaté aussi par l'État et les collectivités, mais le poste est porté à l'intercommunalité. Donc voilà, ça re-questionne aussi ça. Donc, on s'interroge aussi sur donc, comme je disais, sur une approche en termes d'équipe projet. Il est rarement tout seul, même si, Karine, tu relevais qu'on ne travaille pas de la même manière sur un petit territoire ou sur un grand territoire, enfin un plus gros territoire, du coup. Donc, ça questionne effectivement qui on a dans son équipe projet et qui on mobilise pour travailler un peu en transversalité, hein, finalement. Alors, en interne de sa collectivité, sur qui on peut s'appuyer et sur quel partenaire on va associer effectivement à ça. On pourrait aussi se dire voilà, on pourrait associer effectivement et avoir dans son équipe les personnes adultes relais, par exemple, ou d'autres acteurs de proximité qui pourraient à un moment donné avoir un rôle intéressant à jouer au plus proche du territoire, du coup, dans cette ingénierie. Euh, alors, moi, je vais plutôt effectivement donner un exemple. On parlait de l'ingénierie tout à l'heure sur les cités éducatives. C'est quand même un énorme enjeu. Et ça me fait, enfin, j'avais envie de réagir quand Patricia, tu disais effectivement, c'est pas si simple que ça dans un contrat de ville d'interroger la gouvernance ou l'ingénierie en termes de questions évaluatives. Sauf que dans les cités éducatives, on va vraiment s'interroger sur l'ingénierie parce qu'on a pratiquement un budget propre à l'ingénierie et ça va être une action en soi finalement. Donc si on l'interroge pas ou on réinterroge pas le sens de cette ingénierie mise en œuvre qui se veut justement aller au-delà de travaux en silo ou de choses comme ça, de travailler sur des pratiques et je trouve pas le mot que je voudrais dire, mais finalement d'approches communes, un sens commun, en tout cas, d'objectifs communs, partagés, pour travailler tous dans le même sens. Ben, en fait, voilà, si on voit que ça ne fonctionne pas à ce niveau-là, parce on n'a pas pris le temps finalement de le travailler correctement, de faire de la formation interacteur, de partager un certain nombre de choses, que ça soit au niveau de ce qu'on appelle la troïka ou au-delà avec d'autres acteurs. Ben voilà, on va passer à côté de quelque chose. Donc c'est finalement dans les questions à se poser, c'est de s'interroger comment ça a fonctionné précédemment, qui était concerné, il y avait combien de personnes, sous quel niveau de responsabilité, parce que ça a aussi un intérêt de savoir dans la collectivité où on se trouve hiérarchiquement, hein, on pourrait avoir un millefeuille au-dessus de nous, ou est-ce qu'on est raccroché par exemple au DGS directement, un financement unique ou un cofinancement de l'ingénierie, la définition d'une feuille de route et le lien direct ou pas qu'on a aux élus pour faire un travail plus approfondi autour de la coordination finalement du contrat de ville. Peut-être, si je peux me permettre, Vas-y, Émilie, vas-y. sur les questions d'ingénierie, euh, quand je me questionne sur plusieurs éléments.
effectivement, quand on va regarder l'ingénierie sur, par exemple, le renouvellement urbain, sur la cité éducative, les programmes de réussite éducative, on a trois cas de figure où on a des moyens euh, d'ingénierie spécifiques. Mm. Sur les contrats de ville, c'est moins le cas. Alors, ça fait des années que, en tant que centre de ressources, hein, avec nos collègues du réseau national, hein, on insiste sur le fait que c'est une reconnaissance en tant que telle. Et je pense que c'est important dans l'évaluation de rendre visible le travail qui est mené d'ingénierie au quotidien du côté de l'État, du côté des collectivités, parce que c'est peu visible en fait sur le travail qui est mené. Et du coup, quand on pense à l'évaluation, on va se dire à quelles conditions les actions éducatives ont-elles permis d'améliorer la situation. C'est pas seulement de regarder les actions, mais comment les acteurs se sont mis en place des groupes de travail, des temps de travail, des liens avec des associations, etc. Je trouve que cette question de l'ingénierie, elle est importante à mettre en avant. Le point aussi, c'est que je me rends compte souvent, la question des adultes relais n'est pas mise en avant dans l'implication suffisamment de ce qui est apporté sur le travail de proximité. On évoquera tout à l'heure des sujets transversaux, hein, sur l'aller vers, les questions de proximité, etc. On peut avoir des questions évaluatives sur ce point. Il s'agit d'évoquer comment c'est travaillé par les uns et les autres et quels sont les moyens qui sont mis en place. Et l'idée, c'est aussi de montrer que c'est important qu'ils puissent être sur le terrain. Si demain on n'a plus de présence humaine, on ne, ça suffira pas de mettre des actions. Voilà, ça me paraît important sur cette question, l'ingénierie. Voilà. Vraiment, moi, j'ai quand même, on voit bien que au titre des contrats de ville actuels, vous avez beaucoup travaillé les uns et les autres, beaucoup sur à la fois la programmation, mais sur des manières de travailler autrement avec les acteurs. On va y revenir tout à l'heure, juste après, sur les systèmes d'acteurs. Il y a beaucoup de travail qui est mené là-dessus. Et je pense que les élus s'en rendent compte, parce que voilà, vous travaillez sur ce point, mais c'est important de poser des questions sur ce volet en particulier. Ça me paraît important. Voilà, c'est un complément. Sur le système d'acteurs, effectivement, pourquoi on s'intéresse au système d'acteurs? C'est, alors on l'a dit tout à l'heure, faire vivre la contractualisation, s'assurer que les acteurs puissent déployer des actions, mais aussi en termes de présence humaine. C'est ce que je viens d'évoquer juste un instant. C'est assurer la pertinence des actions et d'interventions et la question de la territorialisation des politiques publiques. Quand dans l'évaluation, souvent, on va s'intéresser que aux actions de la programmation annuelle, alors que la préoccupation du contrat de ville, c'est bien de s'assurer que les politiques publiques, les politiques sectorielles soient bien déployées. Alors, quand vous proposez une question euh, évaluative, pardon, souvent on met en avant, dans le cadre du contrat de ville, on a mis en quoi, dans le cadre du contrat de ville, on a mis en œuvre tel élément, etc. L'idée, c'est vraiment d'élargir en quoi, finalement, et on revient sur la question de la convergence qu'évoquait Émilie tout à l'heure, c'est que voir en quoi ça s'articule ou pas. Si je peux me permettre, Laurence, je ne sais pas si elle est encore là, la discussion qu'on a actuellement sur le groupe de travail parentalité. Alors, c'est pas une démarche d'évaluation, mais d'une certaine manière, on questionne la place des uns et des autres. Et à la dernière séance qu'on a eue ensemble, on s'est rendu compte, effectivement, ça a permis d'échanger entre une action menée par le MJC, la MJC et la collectivité qui mène des actions du même type, comment on le travaille, etc. Et ça pourrait être intéressant d'une évaluation.
voilà, je trouvais que c'était intéressant aussi de regarder comment ça s'articule. Je voudrais revenir quand même sur un point, c'est que dans beaucoup de contrats de ville, actuellement, on est beaucoup sur l'importance de la coopération, le partenariat, l'aller vers. Ça nous paraît important, c'est des sujets importants. Et comment on peut mesurer la coopération? Comment on définit la coopération? Alors, on a essayé de travailler sur ces points, notamment, on l'a fait parce que tout à l'heure, j'évoquais sur les cités éducatives hein, avec Émilie, pour définir c'est quoi l'alliance éducative? C'est de la coopération hein, quand même. Donc, comment on définit la coopération? La coopération, la définition officielle, c'est une action en commun, ensemble, qu'on porte. Voilà. Et souvent, on nous parle de coopération, et en fait, c'est du partenariat. C'est-à-dire qu'on échange ensemble, etc., mais on n'a pas mené le projet en commun. Donc là aussi, et c'est un point sur lequel on va revenir, c'est que si on se dit que dans le cadre d'un contrat de ville, vous souhaitez travailler la coopération, encore faut-il que vous vous définissiez ce que vous attendez de la coopération et à quelles conditions vous mettez en place pour permettre la coopération. La coopération, elle se fait pas automatiquement. Elle nécessite de mettre en place des moyens. Ça peut être un groupe de travail, le fait de se rencontrer, etc. Et je sais que beaucoup d'entre vous organisent, avant par exemple les appels à projets, des temps avec les acteurs. Je ne sais pas si les collègues de ah, d'Épernay sont là. Il y a tout un travail qui est fait depuis des années. Hein. Alors, par exemple, avec des groupes de travail, je sais que Émilie même, on l'avait été à Mm. certaines réunions. Voilà. Peut-être qu'une des limites qu'on peut avoir, c'est que des fois, on a des groupes de travail thématiques, alors que peut-être que d'autres acteurs auraient quelque chose à dire sur le même sujet. Voilà, on voit bien que comment on travaille cette dimension. Alors, j'espère que ce qu'on a dit là, c'est très complexe, hein, la question d'un système d'acteurs, d'ingénierie et de gouvernance. C'est simplement vous rappeler que travailler l'évaluation, c'est aussi montrer ses pratiques professionnelles, en particulier les modes de travail, et que le contrat de ville, il faut qu'on arrête de considérer que la question du contrat de ville, c'est le financement de la programmation. Et si parfois les élus nous disent que, ouais, franchement, tout ça pour ça, excusez-moi de le dire comme ça, parce que l'enveloppe, elle n'est pas très importante, mais en fait, c'est tout le reste qu'on ne voit pas, qui nécessite tout le travail, le lien, les relations avec les services de la collectivité, de l'intercommunalité, les différents signataires, etc. Et donc, c'est important que du coup, on puisse le mettre aussi au titre de l'évaluation pour prendre la mesure, ou sinon demain, on aura encore moins de moyens sur la question de l'ingénierie. Du coup, rappelez quand même que les questions évaluatives, alors on va l'idée, c'est quelque chose d'assez simple, hein. Ne cherchez pas trop compliqué. Je rappelle quand même ce qu'on s'est dit depuis le début. Euh, Élaborer une question évaluative, c'est d'abord une première étape. Identifier l'objet de l'évaluation, on l'a évoqué, c'est forcément définir ce qui est attendu. C'est ça l'enjeu, l'objet de l'évaluation est en lien avec l'objectif du contrat de ville et la réalité de votre territoire. Étape 2, vérifier si on a du contenu, des indicateurs ou de la matière. Ça me paraît important sur ce volet. Alors ça, c'est de manière générale. Hein. Aujourd'hui, dans l'exercice, on ira simplement sur une question évaluative. La troisième étape, habituellement, c'est formuler la question évaluative. Souvent, on le met en dans quelle mesure, en quoi, peut-on dire que, a-t-on réussi de, à quelles conditions? J'ai mis quelques actions, pardon, quelques questions évaluatives ci-dessous. Voilà. En quoi l'ingénierie a permis de soutenir les associations pour permettre d'intervenir auprès des habitants, par exemple? Dans quelle mesure le contrat de ville est-il complémentaire aux actions du droit commun dans le domaine de l'emploi? A-t-on réussi
à déployer les politiques sectorielles de droit commun pour améliorer la situation des habitants et habitantes. Mais au-delà de la question évaluative, l'enjeu, c'est ce qu'on appelle, nous, un protocole, c'est euh, comment on va recueillir les données et savoir comment on va aller chercher les données. Si par exemple, je dis en quoi l'ingénierie a permis de soutenir les associations, la première chose, c'est on a besoin de savoir quelles sont les associations sur le territoire, qui intervient pour soutenir les assos, et ensuite voir comment ces associations ont permis d'intervenir auprès des habitants. Est-ce qu'on a des associations de proximité? Comment le centre socioculturel intervient? Et on va avoir des indicateurs, par exemple, le nombre d'actions. Mais là, le nombre d'actions, c'est intéressant, mais ça ne nous dit rien du soutien de l'association. Par contre, par exemple, un centre socioculturel qui soutient des petites associations ou des groupes informels avec la mise à disposition de locaux pour permettre aux habitants de se rencontrer, bah, ça, c'est un élément important et ça peut être un indicateur de rechercher. Voilà. Donc, très rapidement sur ce point. Sur les indicateurs, euh, du coup, Émilie, tu es revenue avec nous? Bah oui, mais en fait, oui, je suis revenue, désolée, mais à chaque fois que j'essaye de mettre dans le chat le document, je suis Je le fais zoom le alors moi. gicle. Voilà. Donc, Je vais le soit je faire. demande à Laetitia ou à Gaëlle de le faire. J'étais prête à leur envoyer un mail là pour Tu, qu'elles. tu as- ok. Qu'est-ce que c'est un indicateur très rapidement? Ça peut être un chiffre, c'est une variable, une donnée, peu importe. Ça peut être considéré toujours comme des éléments, je le disais, des indices, des informations. Un indicateur, c'est une représentation partielle et approximative de ce qu'on veut observer. Donc, on a toujours plusieurs indicateurs. L'idée, c'est quand même qu'il ne faut pas en avoir énormément. Parce que après, ça veut dire un travail important parce qu'il faut recueillir les données, les données indicateurs. Euh, il y a deux éléments importants quand on choisit un indicateur, c'est que il y a la question du choix et comment on va l'interpréter. Et c'est compliqué, pardon. Certains indicateurs sont disponibles. C'est des données chiffrées. Alors, c'est pas que des stats, hein. Ça peut être le nombre d'actions qui ont été menées, le nombre d'habitants qui ont été concernés, le nombre de jeunes qui ont été touchés, etc. Donc ça, c'est des indicateurs relativement simples, mais il faut quand même les récupérer. Et on en a d'autres qui sont construites. On l'évoquait tout à l'heure avec une enquête, etc. La qualité de l'indicateur dépend beaucoup de la méthode de la construction adoptée. Des fois, on récupère souvent des indicateurs ou des indices qui sont en fait liés enfin, réalisés par d'autres. Donc c'est compliqué. Et je précise que les indicateurs, bon, il y a trois éléments qui interviennent. Il faut que les indicateurs soient disponibles. Ça a l'air idiot ma remarque, mais c'est quand même pas rien. Souvent, en fait, on se dit, bon oui, ça va être facile de récupérer, et en fait, on les a pas. En quoi c'est précis, ces indicateurs, et en quoi ils sont utiles. Des fois, on récupère des données, on va chercher des données, mais ça ne va pas nous aider et ça demande beaucoup de temps. Voilà. Merci à vous.